souvenir d'avoir présidé pendant quelques jours, moi le moindre d'entre vous, cette généreuse réunion, cette réunion où vous étiez, vous, Louis Blanc, historien profond, orateur puissant, grande âme, vous Schœlcher, duquel j'ai dit, Schœlcher a élevé la vertu jusqu'à la gloire, vous Perrat, grand journaliste, conscience droite et talent fier, vous, Locroix, esprit éclatant et intrépide, vous, Langlois, combattant de la tribune comme du champ de bataille, vous, Joignot, vous, Edmond Adam, vous, Floquet, vous, Martin Bernard, vous, Naquet, vous, Brisson, hommes éloquents et vaillants, vous tous, car tous comptent ici. Chez les vieux, la vétérance n'exclut pas l'énergie, chez les jeunes, l'ardeur n'exclut pas la gravité. Dans le camp démocratique, on mûrit vite et on ne vieillit pas. Je vous quitte, mais, je le répète, c'est pour mieux combattre. Quand l'interruption devient la mutilation, l'orateur doit descendre de la tribune, il le doit à sa dignité, il le doit à la liberté. Mais je serai l'orateur du dehors. Je reste votre auxiliaire. Une haine systématique étouffe ici ma voix. Mais on étouffe une voix, on n'étouffe pas une pensée. Paralyse ici, je retrouve hors d'ici toute ma liberté d'action. Et au besoin, je saurai, s'il le faut, reprendre la route de l'exil. Souvent, parler de plus loin, c'est parler de plus haut. Je ne dis pas que je ne consentirai jamais à rentrer dans une chambre, plus tard, quand les le condamnes auront porté leurs fruits, quand la liberté de la tribune sera rétablie, si mes concitoyens se souviennent assez de moi pour savoir mon nom, j'accepterai d'eux, alors comme toujours, toutes les formes du devoir. Je remonterai, s'ils le désirent, à la tribune redevenue possible pour moi, et j'y défendrai la République, le peuple, la France, et tous les grands principes du droit auxquels appartiennent ma dernière parole comme orateur, ma dernière pensée comme écrivain, et mon dernier souffle comme citoyen. Note V. Fin de l'incident belge. L'incident belge a eu une suite. Le dénouement a été digne du commencement. La conscience publique exigeait un procès. Le gouvernement belge l'a compris, il en a fait un. À qui? Aux auteurs et complices du guet-apens de la place des Barricades. Non. Au fils de Victor Hugo, et un peu par conséquent au père. Le gouvernement belge a simplement accusé M. François-Victor Hugo de vol. Monsieur François-Victor Hugo avait depuis 4 ou 5 ans dans sa chambre quelques vieux tableaux achetés en Flandre et en Hollande. Le gouvernement catholique belge suppose que ces tableaux devaient avoir été volés au Louvre par la Commune et par Monsieur François-Victor Hugo. Il les a fait saisir en l'absence de Monsieur François-Victor Hugo, et un juge nommé Célarier a gravement et sans la moindre stupeur instruit le procès. Au bout de 6 semaines, il a fallu renoncer à cette tentative, digne pendant de la tentative nocturne du 27 mai. La justice belge s'est desiste du procès, a rendu les tableaux et a garde la honte. De tels faits ne se qualifient pas. La justice belge n'ayant pu donner le change à l'opinion, et n'ayant pas réussi dans son essai de poursuivre un faux crime, a paru, au bout de 3 mois, se souvenir qu'elle avait un vrai crime à poursuivre. Le 20 août, M. Victor Hugo a reçu, à Viandan, l'invitation de faire sa déclaration sur l'assaut du 27 mai devant le juge d'instruction de Diekirch. Il l'a fait en ces termes, le 1er juin 1871, au moment de quitter la Belgique, j'ai publié la déclaration que voici,
l'assaut nocturne d'une maison est un crime qualifié. À 6 heures du matin, le procureur du roi devait être dans ma maison, l'état des lieux devait être constaté judiciairement, l'enquête de justice en règle devait commencer, 5 témoins devaient être immédiatement entendus, les 3 servantes, Madame Charles Hugo et moi. Rien de tout cela n'a été fait. Aucun magistrat instructeur n'est venu, aucune vérification légale des dégâts, aucun interrogatoire. Demain toute trace aura à peu près disparu, et les témoins seront dispersés, l'intention de ne rien voir est ici évidente. Après, la police sourde, la justice aveugle. Pas une déposition n'a été judiciairement recueillie, et le principal témoin, qu'avant tout on devrait appeler, on l'expulse. Victor Hugo. Tout ce que j'ai indique dans ce qu'on vient de lire c'est Realize. Aujourd'hui, 20 août 1871, je suis cite à faire, par devant le juge d'instruction de Diekirch, Luxembourg, délégué par commission rogatoire, la déclaration de l'acte tente contre moi dans la nuit du 27 mai. 2 mois et 24 jours se sont écoulés. Je suis en pays étranger. Le gouvernement belge laisse aux traces matérielles le temps de disparaître, et aux témoins le temps de se disperser et d'oublier. Puis, quand il a fait tout ce qu'il a pu pour rendre l'enquête illusoire, il commence l'enquête. Quand la justice belge pense qu'au bout de près de 3 mois le fait a eu le temps de s'évanouir judiciairement et est devenu insaisissable, elle se saisit du fait. Pour commencer, au mépris du Code, elle qualifie, dans la citation qui m'est remise, l'assaut d'une maison par une bande armée de pierres et poussant des cris de mort, violation de domicile. Pourquoi pas tapage nocturne? À mes yeux, le crime qualifie de la place des barricades à une circonstance atténuante. C'est un fait politique. C'est un acte sauvage et inconscient, un acte d'ignorance et d'imbécilité, du même genre que les faits reproches aux agents de la commune. Cette assimilation est acquise aux hommes de la place des barricades. Ils ont agi aveuglement comme agissaient les instruments de la commune. C'est pourquoi je les couvre de la même exception. C'est pourquoi il ne m'a pas convenu d'être plaignant. C'est pourquoi, témoin, j'eusse plaide la circonstance atténuante qu'on vient d'entendre. Mais je n'ai pas voulu être plaignant, et le gouvernement belge n'a pas voulu que je fusse témoin. Je serai absent. Par le fait de qui? Par le fait du gouvernement belge. La conduite du ministre belge, dans cette affaire, a excité l'indignation de toute la presse libre d'Europe, que je remercie. En résumé, près de 3 mois s'étant écoulés, les traces matérielles du fait étant effacées, les témoins étant dispersés, le principal témoin, le contrôleur nécessaire de l'instruction, étant écarté, l'enquête réelle n'étant plus possible, le débat contradictoire n'étant plus possible, il est évident que ce simulacre d'instruction ne peut aboutir qu'à un procès dérisoire ou à une ordonnance de non-lieu, plus dérisoire encore. Je signale et je constate cette forme nouvelle du déni de justice. Je proteste contre tout ce qui a pu se faire en arrière de moi. L'audacieuse et inqualifiable tentative faite contre mon fils, à propos de ces tableaux, par la justice belge, montre surabondamment de quoi elle est capable. Je maintiens contre le gouvernement belge et contre la justice belge toutes mes réserves. Je fais juge de cette justice-là la conscience publique. Victor Hugo. Diekirch, 22 août 1871.
Astérisque 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 astérisque. Voici comment s'est terminée la velleite de justice qu'avait eue la justice. Un juge d'instruction amende Monsieur Kerouin de Lettenhove, fils du ministre de l'Intérieur local, et désigne par toute la presse libérale belge comme un des coupables du 27 mai. Ce monsieur Kerouin n'a pu nier qu'il n'eût fait partie de la bande qui avait assiégé la nuit une maison habitée failli tuer un petit enfant. L'honorable juge, sur cet aveu, lui a demandé s'il voulait nommer ses complices. Monsieur Kerouin a refusé. Le juge la condamne à 100 francs d'amende. Fin. Note 6. La lettre du 26 mai à l'Indépendance belge disait primitivement, de Johannard et la Sicile font fusiller un enfant. Ce fait est inexact, comme le prouve la lettre suivante du général La Sicile. Le général La Sicile, disons-le à son honneur, a été commandant des francs-tireurs de Châteaudun. À Monsieur Victor Hugo. Genève, 2 août 1871. Monsieur, dans une lettre, désormais historique, que vous ayez adressée à l'Indépendance belge, à la date du 26 mai, j'ai lu, avec une pénible surprise, la phrase suivante: ceux de la commune, de Johannard et la Sicile, qui font fusiller un enfant de 15 ans, sont des criminels. Par suite de quelle erreur fatale votre voix illustre et vénérée s'élevait-elle pour m'accuser d'une lâcheté aussi odieuse? C'est ce qu'il m'importait de rechercher, mais le soin de dérober ma tête aux fureurs de la réaction m'a empêché jusqu'ici de le faire. Sans attendre mes explications, plusieurs de mes amis ont pris ma défense dans la presse française et étrangère. Je crois pourtant devoir profiter du premier instant de tranquillité pour vous fournir quelques details qui acheveront de dissiper vos doutes, si vous en avez encore. Le journal officiel de la commune du 20 mai contient le rapport ci-dessous que je transcris rigoureusement. Le citoyen Johannard. Je demande la parole pour une communication. Je me suis rendu hier au poste qu'on m'a fait l'honneur de me confier. On s'est battu toute la nuit. La présence d'un membre de la commune a produit la meilleure influence parmi les combattants. Je ne serais peut-être pas venu sans un fait très important, dont je crois de mon devoir de vous rendre compte. On avait mis la main sur un garçon qui passait pour un espion. Toutes les preuves étaient contre lui et il a fini par avouer lui-même qu'il avait reçu de l'argent et qu'il avait fait passer des lettres aux Versaillais. J'ai dit clair qu'il fallait le fusiller sur le champ. Le général La Sicile et les officiers d'état-major étant du même avis, il a été fusillé à midi. Cet acte m'ayant paru grave, j'ai cru de mon devoir d'en donner communication à la commune et je dirai qu'en pareil cas j'agirai toujours de même. Vrai quant au fond, ce récit renferme cependant deux inexactitudes. La première, c'est que l'individu que Johannard appelle un garçon était un jeune homme de 22 à 23 ans. La seconde, c'est qu'il n'aurait pas suffi de l'avis de Johannard pour me déterminer à ordonner, conformément aux lois de la guerre, l'exécution d'un espion. Le rapport que j'ai adressé à ce sujet au délégué de la guerre témoigne que la sentence fut prononcée après toutes les formalités d'usage en pareilles circonstances. Néanmoins j'ai réfléchi que les paroles attribuées à Johannard par l'officiel ne vous permettaient pas de conclure que l'espion fusillé par mon ordre était un enfant de 15 ans. J'ai donc continué mes recherches et j'ai fini par trouver que certains journaux belges, entre autres l'Écho du Parlement, avaient, en reproduisant le compte-rendu de l'officiel, eu le soin d'ajouter que la victime de ma férocité était un enfant de 15 ans. Or, je n'ai pas besoin de vous le dire, à cette assertion j'oppose le démenti le plus formel.
Et pour vous, monsieur, comme pour tous ceux qui me connaissent, mon affirmation suffira, car, je le dis avec orgueil, si l'on fouille dans ma vie, on trouvera que je n'ai rien à me reprocher, pas même une faiblesse, pas même une capitulation de conscience. C'est donc comptant sur votre loyauté que je viens vous prier de vouloir bien effacer mon nom de votre lettre du 26 mai. Veuillez égarer, monsieur, l'assurance de mon profond respect. Votre de vous, N. La Cecilia. Ex-général de division, commandant en chef de la 2e armée de la Commune de Paris. Astérisque 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 note 7. Le de Porte Jules Renard. Au rédacteur du rappel. Je reçois aujourd'hui, 17 juin 1872, cette lettre du 27 mai. Jules Renard est cet homme résolu qui a poussé le respect de sa conscience jusqu'à se dénoncer lui-même. Il est en prison parce qu'il l'a voulu. Je crois la publication de cette lettre nécessaire. La presse entière s'empressera, je le pense, de la reproduire. Cette lettre est remarquable à 2 points de vue, l'extrême gravité des faits, l'extrême moderation de la plainte. À l'heure qu'il est, certainement, j'en suis convaincu du moins, Jules Renard n'est plus au cachot, mais il y a été, et cela suffit. Une enquête est nécessaire, je la réclame comme écrivain, n'ayant pas qualité pour la réclame comme représentant. Évidemment la gauche avisera. Victor Hugo. Prison de Noailles, cellule de correction, NDG. 74, le 27 mai 1872. À Monsieur Victor Hugo. De Profundis, clamo acte. Je suis au cachot depuis 8 jours, pour avoir écrit la lettre suivante à Monsieur le général Appert, chef de la justice militaire, prison des Chantiers, 20 mai 1872. Monsieur le général, nous avons l'honneur de vous informer que depuis quelque temps le régime de la prison des Chantiers n'est plus supportable. Des provocations directes sont adressées chaque jour aux détenus en des termes qui, si ces faits se prolongeaient, donneraient lieu à des appreciations non merites sur tous ceux qui portent l'uniforme de l'armée française. Les sous-officiers employés au service de la prison ne se font aucun scrupule de frapper à coups de bâton sur la tête des prisonniers dont ils ont la garde. Les expressions les plus grossières, les plus humiliantes, les plus blessantes, sont proférées contre nous et deviennent pour nous une continuelle excitation à la révolte. Aujourd'hui encore, le marshal des logis D a frappé avec la plus extrême violence un de nos codétenus, puis s'est promené dans les salles, un revolver dans une main, un gourdin dans l'autre, nous traitant tous de lêches et de canailles. Ce même sous-officier nous soumet depuis quelques jours à la formalité humiliante de la coupe des cheveux et profite de cette occasion pour nous accabler de vexations et d'injures. Jusqu'ici, faisant effort sur nous-mêmes, nous avons contenu notre indignation, et nous avons répondu à ces faits, que nous ne voulons pas qualifier, par le silence et le dédain. Mais aujourd'hui la mesure est comble, et nous croyons de notre devoir rigoureux, Monsieur le Général, d'appeler votre haute attention sur ces faits que vous ignorez bien certainement, et de provoquer une enquête. Il ne s'agit pas, croyez-le bien, Monsieur le Général, d'opposition de notre part. Quelque dure que soit la consigne qui nous est imposée, nous sommes tous disposés à la respecter. Ce que nous avons l'honneur de vous soumettre, ce sont les excitations, les provocations, les voies de fait, dont le commandant de la prison donne l'exemple, et qui pourraient occasionner des malheurs.
En un mot, il s'agit d'une question d'humanité, de dignité, à laquelle tout homme de cœur et d'honneur ne saurait rester insensible. Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le Général, vos respectueux, Jules Renard, et une cinquantaine d'autres signataires. C'est pour avoir écrit cette lettre que je suis jusqu'à nouvel ordre dans un cachot infect, avec un forçat qui allait faire aux pieds, et 5 autres malheureux. Jules Renard, ancien secrétaire de Rossel. Astérisque 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 note 8. Vente du poème La libération du territoire. On lit dans les journaux de décembre 1873, Victor Hugo a publié en septembre dernier des vers intitulés La libération du territoire. Ce poème de quelques pages a été, selon la volonté de l'auteur, vendu au profit des Alsaciens lorrains. Nous publions la note de messieurs Michel Lévy frères, qui donne en détail les chiffres relatifs à cette vente. Il a été vendu 23,986 exemplaires de la libération du territoire, qui ont produit, à 50 centimes l'exemplaire, une somme brute de 11 993 papiers et impressions, 2269 remises aux libraires, 5 149,90 affichages et publicites, 47 87 486 70 bénéfices nets, 4 506,30. Il existe 3 sociétés de secours pour les Alsaciens lorrains, la société présidée par M. Cremieux, la société présidée par M. Daussonville, et la société du boulevard Magenta. Victor Hugo a partagé également entre ces 3 comités le produit de la vente et a fait remettre à chacun d'eux la somme de 1,502 fr 10c. Total égal, 4,506 fr 30c astérisque 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 note 9. Procès-verbal de l'élection du délégué aux élections sénatoriales astérisque 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 Conseil municipal de Paris séance du dimanche 16 janvier 1876. Exécution de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales. L'an 1876, le 16 janvier, à 1h30 de relevé, le conseil municipal de la ville de Paris s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Clémenceau, messieurs Delzan et Sigismond Lacroix étant secrétaires. Monsieur le préfet de la Seine a donné lecture, 1 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat, 2 de la loi organique du 2 août 1875 sur l'élection des sénateurs, 3 de la loi du 30 décembre 1875 fixant à ce jour l'élection des délégués des conseils municipaux, 4 du décret du 3 janvier 1876 convoquant les conseils municipaux et fixant la durée du scrutin. Élection du délégué. Il a ensuite invite le conseil à procéder, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection d'un délégué. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur papier blanc et l'a remis au président. Le dépouillement du vote a commencé à 2h30. Il a donné les résultats ci-après. Nombre de bulletins trouve dans l'urne, 73 à déduire, bulletin blanc, un reste pour le nombre des suffrages exprime 72 majorité absolue. 37 ont obtenu, messieurs Victor Hugo. 53 voix. Mignet. 7 Gouin. 7 de Heine. Un Raspailper. Un Naquet. Un de Fressines. Un Mallarmé.
Un monsieur Victor Hugo, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé de l'EUG. Astérisque 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 astérisque. Le soir de ce jour, monsieur Clémenceau, président du conseil municipal de Paris, accompagne de plusieurs de ses collègues, se présente chez monsieur Victor Hugo. Il a dit à monsieur Victor Hugo, mon cher et illustre concitoyen, mes collègues m'ont charge de vous faire connaître que le conseil municipal vous a élu aujourd'hui, entre tous nos concitoyens, pour représenter notre Paris, notre cher et grand Paris, dans le collège sénatorial du département de la Seine. C'est un grand honneur pour moi que cette mission. Permettez-moi de m'en acquitter sans phrase. Le conseil municipal de la première commune de France, de la commune française par excellence, avait le devoir de choisir, pour représenter cette laborieuse démocratie parisienne qui est le sang et la chair de la démocratie française, un homme dont la vie fut une vie de travail et de lutte, et qui fut en même temps, s'il se pouvait rencontrer, la plus haute expression du génie de la France. Il vous a choisi, mon cher et illustre concitoyen, vous qui parlez de Paris au monde, vous qui avez dit ses luttes, ses malheurs, ses espérances, vous qui le connaissez et qui l'aimez, vous enfin qui, pendant 20 ans d'abaissement et de honte, vous étiez dressé inexorable devant le crime triomphant, vous qui avez fait taire l'odieuse clameur des louanges prostituées pour faire entendre au monde la voix qui dit « malheur », la bouche qui dit « non ». Et là, le malheur que vous prédisiez est venu. Il est venu trop prompt, et surtout trop complet. Notre génération, notre ville, commence à jeter vers l'avenir un regard d'espérance. Notre nef est de celles qui ne sombrent jamais. Fluctuanec mergitur. Puisque les brumes du présent ne vous obscurcissent pas l'avenir, quittez l'arche, vous qui planez sur les hauteurs, donnez vos grands coups d'aile, et puissions-nous bientôt vous saluer rapportant à ceux qui douteraient encore le rameau vert de la République. Monsieur Victor Hugo a répondu, Monsieur le Président du Conseil municipal de Paris, je suis profondément ému de vos éloquentes paroles. Y répondre est difficile, je vais l'essayer pourtant. Vous m'apportez un mandat, le plus grand mandat qui puisse être attribué à un citoyen. Cette mission m'est donnée de représenter, dans un moment solennel, Paris, c'est-à-dire la ville de la République, la ville de la liberté, la ville qui exprime la révolution par la civilisation, et qui, entre toutes les villes, a ce privilège de n'avoir jamais fait faire à l'esprit humain un pas en arrière. Paris, il vient de me le dire admirablement par votre bouche, a confiance en moi. Permettez-moi de dire qu'il a raison. Car, si par moi-même je ne suis rien, je sens que par mon dévouement j'existe, et que ma conscience gagne la confiance de Paris. Il s'agit d'affermir la fondation de la République. Nous le ferons, et la réussite est certaine. Quant à moi, arme de votre mandat, je me sens une force profonde. Sentir en soi l'âme de Paris, c'est quelque chose comme sentir en soi l'âme même de la civilisation. J'irai donc, droit devant moi, à votre but, qui est le mien. La fonction que vous me confiez est un grand honneur, mais ce qui s'appelle honneur en monarchie, s'appelle devoir en république. C'est donc plus qu'un grand honneur que vous me conférez, c'est un grand devoir que vous m'imposez. Ce devoir, je l'accepte, et je le remplirai. Ce que veut Paris, je le dirai à la France. Comptez sur moi. Vive la République!
Astérisque 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 note X élection sénatoriale de la Seine réunion des électeurs 21 janvier 1876. Monsieur Laurent Pichat, président. Je mets aux voix la candidature de Monsieur Victor Hugo. Monsieur L. Asselineau. Je demande que le vote ait lieu sans débat pour rendre hommage à l'illustre citoyen. Assentiment général. La candidature de Monsieur Victor Hugo est adoptée par acclamation. Monsieur Victor Hugo. Je ne croyais pas utile de parler, mais, puisque l'Assemblée semble le désirer, je dirai quelques mots seulement, car votre temps est précieux. Mes concitoyens, le mandat que vous me faites l'honneur de me proposer n'est rien à côté du mandat que je m'impose. Mouvement. Je vais bien au-delà. Les vérités dont la formule a été si fermement établie par notre éloquent président sont les vérités mêmes pour lesquelles je combats depuis 36 ans. Je les veux, ces vérités absolues, et j'en veux d'autres encore. Oui, oui. Vous le savez, lutter pour la liberté est quelquefois rude, mais toujours doux, et cette lutte pour les choses vraies est un bonheur pour l'homme juste. Je lutterai. À mon âge, on a beaucoup de passe et peu d'avenir, et il n'est pas difficile à mon passe de répondre de mon avenir. Je ne doute pas de l'avenir. J'ai foi dans le calme et prospère développement de la République, je crois profondément au bonheur de ma patrie, le temps des grandes épreuves est fini, je l'espère. Si pourtant il en était autrement, si de nouvelles commotions nous étaient réservées, si le vent de tempête devait souffler encore, eh bien. Quant à moi, je suis prêt, bravo. Le mandat que je me donne à moi-même est sans limite. Ces vérités suprêmes qui sont plus que la base de la politique, qui sont la base de la conscience humaine, je les défendrai, je ne me épargnerai pas, soyez tranquilles. Applaudissements. Je prendrai la parole au Sénat, aux assemblées, partout, je prendrai la parole là où je l'aurai, et, là où je ne l'aurai pas, je la prendrai encore. Je n'ai reculé et je ne reculerai devant aucune des extrémités du devoir, ni devant les barricades, ni devant le tyran, j'irai, cela va sans dire, et votre émotion me dit que la pensée qui est dans mon cœur est aussi dans le vôtre, et je lis dans vos yeux les paroles que je vais prononcer, pour la défense du peuple et du droit, j'irai jusqu'à la mort, si nous étions condamnés à combattre, et jusqu'à l'exil si nous étions condamnés à survivre. Acclamation. Astérisque 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 note 11. Après le discours pour l'amnistie, un groupe maçonnique de Toulouse a écrit à Victor Hugo. Toulouse, 26 mai 1876. Maîtres et citoyens, la cause que vous avez plaidée lundi au Sénat est noble et belle, juste au point de vue humanitaire, juste au point de vue politique. Le Sénat n'a voulu comprendre ni l'un ni l'autre, il avait le parti pris de ne pas se laisser émouvoir, et pourtant, vos sublimes accents ont fait vibrer tous les cœurs français et véritablement humains. Mais vos collègues avaient revêtu leur poitrine de la triple cuirasse du pote latin, sous prétexte de politique, ils sont demeurés sourds à la voix de l'humanité. Souvent trop d'habiles nuits, car, en étouffant celle-ci, ils ont compromis celle-là. Dans la question de l'amnistie, les intérêts de la politique et de l'humanité sont les mêmes. Qu'importe que le Sénat n'ait point voulu prendre leur défense. Il a cru étouffer la question en la rejetant, il n'a réussi qu'à lui donner une impulsion plus vive, qu'à l'imposer aux méditations de tous. Les deux chambres ont rejeté la cause de l'amnistie, de l'humanité, de la justice,
le pays la prend en main, et il faudra bien que le pays finisse par avoir raison de toutes les fausses peurs, de toutes les mauvaises volontés, de tous les calculs égoïstes. Maître, la France ne se faisait pas d'illusions, elle savait que l'amnistie était condamnée d'avance et qu'elle se heurterait à un parti pris, elle savait que les puissants du jour ne consentiraient pas à ouvrir les portes de la patrie à ces milliers de malheureux qui expient, depuis 5 Aenis, loin du sol natal, le crime de s'être laissé égarer un moment après les souffrances et les privations du siège et du bombardement, après avoir défendu et sauvé l'honneur national compromis par d'autres. Cela était prévu, la France n'avait aucune illusion, elle n'applaudit qu'avec plus d'attendrissement et d'enthousiasme à votre patriotisme, à votre courage civique. En vous lisant, elle a cru entendre la voix de la patrie de Soli qui pleure l'exil de ses enfants, elle a cru entendre la voix de l'humanité faisant appel à l'union des cœurs, à la fraternité des membres d'une même famille. Et, quand à la page éloquente, digne des plus belles des châtiments, où vous prenez au collet le sinistre aventurier de Boulogne et de Décembre, le démoralisateur de la France, le lâche et le traître de Sedan, pour le flétrir et le condamner, nous avons cru entendre la sentence vengeresse de l'impartiale histoire. Maître, un groupe maconique de Toulouse, après avoir lu votre splendide discours tellement irréfutable que les complices eux-mêmes de l'assassin des boulevards, vos collègues au Sénat, et là, son demeure muet et cloué à leur fauteuil vous fait part de son enthousiasme et de sa vénération, et vous dit, Maître, la France démocratique c'est-à-dire la fille de la Révolution de 1789, celle qui travaille, celle qui pense, celle qui est humaine et qui veut chasser jusqu'au souvenir de nos discordes est avec vous votre saisissant et admirable langage a été l'expression fidèle des sentiments de son cœur et de sa volonté inébranlable. La cause de l'amnistie a été perdue devant le Parlement, elle a été gagnée devant l'opinion publique. Pour les francs-maçons, au nom desquels je parle, pour la France intellectuelle et morale, vous étiez toujours le grand poète, le courageux citoyen, l'éloquent penseur, l'interprète le plus admiré des grandes lois divines et humaines, en même temps que le plus éclatant génie moderne de la patrie de Voltaire et de Molière. Permettez-nous de serrer votre loyale main, Louis Brault. Ontendrir, Doumergue, Elédan, Tourny-N, Codard, Pébeau, Lapare, F. Massy, Bonne-Maison, Simon, Castin, B08 Lire, Delcros, Biron, Aelieu, Thiel, Pelirin, Durest, Clergue, Demeure, Bourgard, Tary, Ournac, Aéner, Amouroux, Affumel, Urbain, Fumel, Gobert, de Margeau, Hector Géoua, Castagne, Brunel, Paris-N, Pujol, Gratteloup, Giron, Gros, Coste, Azabatier, Brol, Page, Roche, Figaride, Berger, Gardel, Bola, Corne, Boudet, Gosserand, Coudard, Barle, Delma, Picard, Lannes, Ariste. Passerieux, etc., etc. Voici la réponse de Victor Hugo, Paris, 4 juin 1876. Mes honorables concitoyens, votre patriotique sympathie, si éloquemment exprimée, serait une récompense, si j'en méritais une. Mais je ne suis rien qu'une voix qui a dit la vérité. Je saisis, en vous remerciant, l'occasion de remercier les innombrables partisans de l'amnistie qui m'écrivent en ce moment tant de généreuses lettres d'adhésion. En vous répondant, je leur réponds. Cette unanimité pour l'amnistie est belle, on y sent le vœu, je dirais presque le vote de la France. En dépit des hésitations aveugles, l'amnistie se fera.
Elle est dans la force des choses. L'amnistie s'impose à tous les cœurs par la pitié et à tous les esprits par la justice. Je presse vos mains cordiales. Victor Hugo. Astérisque 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 Table Paris et Rome. Depuis l'exil, première partie du retour en France à l'expulsion de Belgique, Paris y rentré à Paris. 2 aux Allemands. 3 aux Français. 4 aux Parisiens. Veleccia Timmons. 6 élections du 8 février 1871. Bordeaux y arrivé à Bordeaux. 2 discours sur la guerre. 3 discours et déclarations sur les 2 missionnaires alsaciens. 4 la question de Paris. V la démission. 6 morts et obsèques de Charles Hugo. Bruxelles-Lit. Un cri. 2 pas de représailles. 3 les 2 trophées. 4 à messieurs Meurice et Vacquerie. V l'incident belge. L'arrestation. L'attaque nocturne. L'expulsion. 6 Viandan. 7 élection du 2 juillet 1881. Conclusion de xième partie de l'expulsion de Belgique à l'entrée au Sénat Paris. Au rédacteur du rappel. 2 à Monsieur Léon Bigot, avocat de Maroteau. 3 à Monsieur Robert Yen. 4 le mandat contractuel. V élection du 7 janvier. Lettre au peuple de Paris. 6 Funérailles d'Alexandre Dumas. 7 au rédacteur de la Renaissance. 8 au rédacteur du peuple souverain. 9 réponses aux Romains. X questions sociales, l'enfant, la femme. 11 anniversaire de la République. 12 l'avenir de l'Europe. 13 offres de rentrée à l'Assemblée. 14 Henri Rochefort. 15 la ville de Trieste et Victor Hugo. 16 la libération du territoire. 17 mort de François-Victor Hugo. 18 le centenaire de Pétrarque. 19 la question de la paix remplacée par la question de la guerre. XX obsèques de Madame Paul Meurice. XXI aux démocrates italiens. XXI pour un soldat. TXI obsèques d'Edgar Quinet. TXI au Congrès de la paix. XXV le Deluc de Paris au Deluc des communes de France. XXVI obsèques de Frédéric Lemaître. TECVI élection des sénateurs de la Seine. TECVIE le condamne Saint-Beauzel. TXX l'exposition de Philadelphie. XXX obsèques de Madame Louis Blanc. XXXI obsèques de Georges Sand. Truquille l'amnistie au Sénat. Note. Note 1. Élection du 8 février 1871. Note 2. Victor Hugo à Bordeaux. Note 3. Démission de Victor Hugo. Note 4. À la députation des citoyens de Bordeaux. Note 5. Fin de l'incident belge. Note 6. Lettre la Sicile. Note 7. Le de Porte Jules Renard. Note 8. Vente du poème La libération du territoire. Note 9. Procès-verbal de l'élection du Deluc aux élections sénatoriales. Note 10. Élections sénatoriales de la Seine. Note 11. Les Francs-Maçons de Toulouse.
End of the Project Gutenberg e-book Actes et Paroles, volume 3 updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works.
si paragraphe 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3
Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Depuis l'exil première partie Paris I2-3-4 V6 Bordeaux I2 Assemblée nationale 3-4 V6 Bruxelles I2-3-4 V6 7 Conclusion deuxième partie Paris I2-3-4 Mandat contractuel V6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 Mort de François Victor Hugo 18 19 à messieurs les membres du Congrès de la paix à Genève. Séance du lundi 22 mai 1876 Note I Note 3 Note 4 Note V Note 6 Table Paris et Rome. Depuis l'exil première partie Paris-Bordeaux-Bruxelles deuxième partie Note. The full Project Gutenberg licence.